invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. François Cabot est à nos côtés, économiste zone euro chez AXA IM. Bonsoir François. Bonsoir Grégoire. Wilfried Galland est également avec nous, directeur général adjoint et directeur stratégiste de Montpensier Arbevel. Bonsoir Wilfried. Bonsoir Grégoire. Et Benoît Pelloual nous accompagne, directeur des investissements de Natixis Wealth Management. Bonsoir Benoît. Bonsoir Grégoire. Bon, ça a été le sujet tout au long de la semaine, ce concept de période de transition ou de nécessaire détox pour l'économie américaine, concept porté par Donald Trump et son administration. Je voulais partir quand même de la baisse du S&P 500, 10% de correction par rapport au sommet en 16 séances. Effectivement, c'est une correction un peu éclair. Au regard des standards de marché qu'on peut avoir, c'est l'avis des marchés de voir les indices parfois baisser de 10%. Généralement, ça se fait sur quelques semaines, 1 ou 2 mois. Là, ça s'est fait de manière assez concentrée, assez dense. Qu'est-ce qui a expliqué ce repricing de marché et surtout à quoi est-ce que le marché s'est réajusté avec cette baisse de 10% du S&P 500 aujourd'hui, Benoît? Ce qui est très intéressant dans cette baisse, c'est surtout le mouvement relatif, quoi. C'est vraiment autant l'année dernière, les US étaient un peu la locomotive qui tirait le reste des marchés actions. Là, ils sont vraiment seuls à être dans cette situation. Le reste des marchés se porte plutôt bien, et particulièrement bien l'Europe, qui est en progression assez significative. Donc ça, c'est très intéressant. Maintenant, il n'y a pas non plus de signes particulièrement inquiétants, de signes de panique ou de stress de marché. Si on regarde les spreads monétaires, si on regarde les spreads high yield, des obligations les plus risquées, dans des mouvements comme ça, sur les marchés actions, avec une remontée de la volatilité, on aurait pu attendre à une tension un peu plus importante des spreads de crédit. C'est pas spécialement le cas. Ça se tend, mais ça n'a rien de particulièrement inquiétant. Pour nous, le marché est en train tout simplement de migrer à un scénario pour les États-Unis de croissance un peu plus modeste, en tout cas qui nous semble un peu plus cohérent. Si on raisonne en termes de niveau d'indice, compte tenu des primes de risque, du niveau de taux, sur le S&P, au-delà des 6000 points, on n'était pas dans un scénario de soft landing de l'économie, ni même de no landing, mais de réaccélération de l'économie. To the moon, quoi. C'est ça. C'est-à-dire que au-delà de 6000 points, on valorisait une croissance qui est réaccélérée, une croissance des profits au-delà de 20%, ce qui nous semblait très optimiste. Et donc voilà, on revient sur des niveaux qui semblent un peu plus cohérents avec le cycle. Si on est autour de 5400, 5500 points, on valorise de nouveau ce scénario de soft landing, donc une économie qui ralentit, qui atterrirait autour du consensus, qui est autour de 2%, ce qui est déjà un peu plus cohérent. Mais pour l'instant, on valorise rien de particulièrement inquiétant, en tout cas pas un freinage beaucoup plus important de la croissance économique. D'accord. Bon. Toute la question est de savoir jusqu'où ce ralentissement nous emmènera, j'imagine. C'est ça, Benoît. C'est toute l'idée. C'est effectivement ça. Bien évidemment, si parce on que 2%, on aimerait bien que tout s'arrête à 2%, l'inflation, magique. Les taux, la croissance. Et surtout, c'est qu'on a de plus en plus une accumulation de signes qui laissent à penser que l'économie pourrait freiner un peu plus que ce que l'anticipe le consensus. Encore une fois, 2%, un peu au-dessus de 2% pour l'économie américaine, ça reste un scénario de freinage modeste de l'économie qui soulève la question de savoir est-ce que c'est suffisant pour retrouver fondamentalement la maîtrise de l'inflation autour de 2. La question reste ouverte. Nous, on pense qu'il y a besoin vraisemblablement d'un freinage peut-être un peu plus appuyé. Ah ouais, d'accord. Ce moins 10%, comment vous le prenez, Wilfried? C'est déjà une bonne partie du chemin qui est fait, ou est-ce que ça ouvre la voie à effectivement quelque chose qui pourrait se transformer d'une correction à un marché un peu plus compliqué, le marché baissier étant consensuellement admis autour de moins 20? Alors moi, ce qui me paraît très, très, très amusant, c'est que quand Donald Trump parle d'une économie de détox, moi, dans mon enfance, on appelait ça une purge. Voilà. Parce que c'est exactement ça, en fait, qu'on est en train de vivre. Le marketing a un peu changé, voilà, mais c'est la même idée. Le marketing a un peu changé, okay. Mais je pense qu'en face, ça donne une meilleure idée de ce qu'on est en train de vivre. Et effectivement, ce que vient de dire Benoît est très très juste. Ce que le marché nous donne désormais comme prix, c'est les prix d'une probabilité de récession américaine. On n'en est pas là, mais on sent que les probabilités sont en train de monter. Et effectivement, on a eu, en fin de semaine, en particulier hier, on commençait à avoir des signaux un tout petit peu plus inquiétants. Par exemple, effectivement, les spreads de crédit à yield étaient restés extrêmement calmes, mais on voyait, hier en particulier, on voyait que ça commençait à se tendre et à se tendre vite. Alors les niveaux restaient effectivement totalement rassurants. On parle plus bas, les spreads étaient au plus bas. Exactement, mais la vitesse à laquelle ça changeait, c'est un peu comme la vitesse effectivement de la correction. Ouais. On sentait qu'on commençait à avoir quand même pas mal de nervosité dans le marché. Et ce que le marché nous dit, c'est on a un double effet récessif des politiques de Donald Trump. Le premier effet
récessif, c'est l'incertitude liée aux droits de douane. Comment est-ce que les droits de douane vont impacter l'économie américaine et globalement l'économie mondiale? Et le deuxième effet récessif, c'est le fait que on est en train de couper à la hache dans des dépenses publiques de façon totalement aveugle. Et là aussi, ça a un impact direct sur la croissance économique et sur la partie emploi. Et on a vu par exemple que dans le Michigan, on parlait à l'instant de l'indice du Michigan, on a parlé bien sûr des anticipations d'inflation qui sont remontées très fortement, en particulier, alors c'est très amusant, mais en particulier chez les démocrates et les indépendants. Par contre, sur les républicains, ça reste une inflation à zéro. Hein. Donc, sur la partie inflation, il y a toujours une vraie polarisation dans cette enquête auprès des consommateurs. Les démocrates pensent que l'inflation va exploser et les républicains sont beaucoup plus confiants de ce point de vue-là. Quand vous regardez l'inflation à moyen terme, les démocrates nous disent que ça va aller vers 6,5, les indépendants sont à peu près cohérents avec le chiffre, c'est-à-dire sont autour de 4, et les républicains pensent que c'est moins 0,1. Voilà. Donc on a une polarisation extraordinairement forte, mais à l'intérieur de l'indice du Michigan, on a également des indications sur la qualité du marché de l'emploi. Et ces indications sont en train de se dégrader aussi, sont en train de se dégrader de façon assez forte. Et donc là, on voit que c'est vraiment le soutien de la croissance américaine, ce soutien de la consommation via le marché de l'emploi, qui est en train de faiblir. Donc attention quand même, on est en train de générer un niveau d'incertitude. Quand on regarde les indices d'incertitude de l'économie américaine, vous savez, les financiers adorent calculer des indices, parce qu'après, en plus, ça permet de faire des produits structurés sur des indices. Mais ces indices d'incertitude d'aujourd'hui, en général, quand tout se passe bien, on est entre 100 et 200. Voilà, 100 et 200, c'est un niveau à peu près correct. Au moment de la pandémie, on était à 550. Au moment de la crise de 2008, on était autour de 250-300. Là, on est à 350. En termes d'indice d'incertitude économique. C'est extraordinairement fort. Pas un indice d'incertitude financière. Évidemment, en 2008, c'était plus important. Mais l'indice économique d'incertitude est extraordinairement fort. Et donc, les marchés reflètent cette incertitude-là. Là, il nous dit c'est peut-être le temps d'arrêter. Je pense que les marchés savent aussi que Donald Trump ne regarde pas les actions, il regarde les taux. Et donc, tant que les taux ne bougeront pas, tant que les taux sont plutôt à la baisse, et aujourd'hui ils sont plutôt à la baisse par rapport à ce que c'était il y a un mois, Donald Trump n'est pas inquiet, parce que son électorat, il a du mortgage, son électorat, il a des taux de... Le 60-40, il y a de l'obligataire aussi dans le 60-40 des Américains. Mais le cœur de son électorat, il n'a pas d'actions, ou en tout cas très peu d'actions, et il déteste Wall Street, parce que Wall Street, c'est l'élite. Il ne faut jamais oublier que le récit de Donald Trump, c'est Donald Trump contre les élites, en particulier les élites financières, et c'est pour ça que le discours est un discours autour des taux d'intérêt, quand on écoute Scott Bessent, pas du tout au niveau des indices. Des mois qui communiquent sur la baisse des taux longs comme étant leur objectif. Exactement. Je prolonge la question, et franchement, la question de marché. Est-ce que ça milite pour rester encore prudent sur l'idée d'une reprise, d'un rebond du marché américain après 10% de baisse, Wilfried ? Je pense qu'à ce stade, on est quand même, on a déjà bien mis un prix au ralentissement. Si on a un scénario de récession, c'est pas dedans. Le scénario de ralentissement est dedans. Pour ceux qui ont un petit peu de temps devant eux, remettre un petit pied, c'est pas non plus idiot. Quoi. C'est pas inapproprié de recommencer éventuellement. J'ai entendu le terme inainvestissable, c'est pas le cas. Là aussi, Benoît, je vous repasse la parole sur le scénario action global. On reste quand même relativement prudent. On appuie plus sur le relatif. On pense qu'il y a encore peut-être plutôt un peu de potentiel côté Europe, justement. D'accord. On reste quand même relativement prudent sur les États-unis parce que. Mais ça reviendra un moment. On retrouvera un moment d'intérêt sur les États-Unis. C'est ça. Il y a un peu de tactique dans tout ça, quand même. Voilà, exactement. L'objectif, nous, ça va être de se repondérer justement en action américaine de façon plus significative. On pense que c'est peut-être encore un peu tôt, justement, avec cette problématique de ralentissement, cette idée de détox qui est très importante justement pour le scénario macro. On pense que ça peut appuyer un peu plus le freinage de l'économie américaine et c'est nécessaire même pour obtenir une stabilisation de l'inflation à l'objectif de 2. Bon, après 55 jours d'exercice du pouvoir et le concept de détox ou de période de transition, qu'est-ce que vous comprenez la stratégie de Donald Trump et derrière cette idée de détox, est-ce qu'on assiste pour l'instant à simplement une vibe qui retombe un peu, ou est-ce qu'il y a déjà peut-être des phénomènes auto-alimentés un peu plus profonds et un peu plus graves pour la suite, sur le plan macro, j'entends, François? Non, je crois qu'effectivement, il y a une grande confusion, et ça reflète bien les indices d'incertitude, autant au niveau commercial que de politique économique plus généralement. On était en tête en Europe avec l'Allemagne et la France en tête de liste il y a maintenant presque un an. Et évidemment, les États-Unis nous rattrapent quelque part de ce côté-là. Donc on a effectivement une espèce de bulle d'incertitude qui grandit de ce côté-là. Et effectivement, une grande confusion sur, en fait, c'est quoi l'objectif final. Et c'est vrai que
voilà, le macroéconomiste que je suis, il a souvent le marché en face de lui qui réagit trop vite par rapport à la macro. Là, le souci, c'est qu'on a un décalage, c'est-à-dire qu'on a les nouvelles provenant de Washington, le marché et la macro qui suit tant bien que mal. Et là-dessus, c'est vrai que je rejoins beaucoup ce que disaient Benoît et Wilfried, c'est-à-dire que ça corrige et ça paraît logique par rapport au niveau d'exceptionnalisme qu'on avait vis-à-vis de la macro. Maintenant, comme on ne sait pas très bien où on va du point de vue de la politique économique américaine, on a envie de se dire que ce qu'on a eu là depuis un mois, ça fait totalement sens, mais en même temps, les indicateurs retardés par essence macroéconomique sont plutôt bons. C'est-à-dire que vous avez l'emploi tient bien, les demandes d'allocation de chômage tiennent bien aussi. Donc de ce qu'on a de plus avancé semaine par semaine, c'est pas du tout la catastrophe. Donc de ce côté-là, effectivement, ça milite totalement pour un ralentissement un peu plus à marche forcée que ce qu'on aurait pu avoir en anticipation. De notre côté, entre guillemets, c'est ce qu'on avait, c'est-à-dire qu'on avait un ralentissement de 3 à 2 cette année et on descend à 1,5, voire un peu en dessous l'année prochaine en croissance américaine. D'accord. Donc ça reste un soft landing, mais avec quelque chose qui tourne quand même relativement proche de zéro en séquentiel, initialement plutôt sur le H2 2025, mais là on a l'impression que le ralentissement se fait plus vite maintenant. et qu'on y est plus rapidement. Donc est-ce qu'on va plus vite, plus vers zéro et on se stabilise là et entre guillemets on s'arrête là parce que le coût devient trop fort, et pour l'économie américaine notamment, ou alors au contraire on pourrait être amené à descendre plus bas parce que finalement l'aspect presque dogmatique qu'on a l'impression de cette persuasion qui nous est faite. C'est une vraie question. Continue, et là-dessus c'est vrai qu'on a largement à découvrir de ce qui peut nous arriver, et entre-temps c'est vrai que je reviens sur l'idée de Benoît du parallèle antagoniste finalement entre l'Amérique et les États-Unis qui décélèrent avec des mauvaises nouvelles et l'Europe qui surprend sur les marchés en réponse, mais qui aussi donne de bonnes raisons d'être plus optimiste. Et donc là-dessus, c'est vrai qu'il y a un peu un chassé-croisé sur lequel on pourrait se dire que, en tout cas d'un point de vue macro, on a de la marge pour aller en dessous sur les US et pour aller plus haut sur l'Europe. Je comprends. On peut continuer d'avoir des déceptions sur l'économie américaine quand on peut continuer d'avoir encore peut-être des surprises positives sur l'économie européenne. Pour la Fed, ça la place dans quelle situation? Et j'allais dire, dès la semaine prochaine, la dernière prise de parole de Jérôme Powell ne changeait pas grand-chose au discours du FOMC de janvier, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Pas d'urgence à baisser les taux. Vous le rappeliez, les données dures, les données solides montrent effectivement qu'il n'y a pas d'effondrement de l'économie américaine, mais au-delà de l'incertitude envahissante, il y a quand même aussi des enquêtes, et je reviens au Michigan, qui commencent vraiment à affaiblir. Est-ce que dans le discours au moins, est-ce que Jérôme Powell peut réintroduire une forme d'assurance ou de réassurance pour l'économie et les marchés ? Je pense que le discours doit être très ouvert parce que le guide du banquier central, c'est celui du macroéconomiste, c'est les données dures. Donc là-dessus, encore une fois, tout se porte bien et c'est. On a les ventes au détail, je crois, la semaine prochaine encore avant le FOMC. Juste qui peuvent encore éventuellement donner un petit guidage supplémentaire, mais à la fois côté économie réelle, côté inflation, on a quelque chose qui se porte très bien et qui n'a pas changé depuis 6 semaines. Donc là-dessus, ça sert à rien non plus que la banque centrale arrive et agite feu de tout flamme. Attention, on va dans le mur. Ça pourrait rajouter une inquiétude. Voilà. Parce que nous, notre point de vue, quand même, sur la fonction d'action de la Fed, on a quand même une inflation, et l'enquête du Michigan le rapporte bien, qui est plutôt évidemment orientée à la hausse. Et là-dessus, avoir un marché qui price quasiment 100 points de base de baisse de taux sur 2025, c'est pas du tout évident de notre point de vue. Donc là-dessus, se dire qu'on pourrait on pourrait avoir un coussin d'amortissement vis-à-vis avec une Fed qui pourrait devenir beaucoup plus accommodante parce que attention, on a peur d'une récession, etc. C'est pas du tout gagné de ce côté-là parce que nous, on a une baisse simplement au T4 2025 en se disant qu'effectivement l'économie américaine ralentit plus vite, mais pour l'instant sur Mars, les projections des membres du FOMC devraient faire état d'une économie qui tient quand même relativement bien et donc du coup pas besoin de faire feu de tout flamme pour la soutenir pour l'instant. Wilfried, où est le niveau de douleur? Qu'est-ce qui peut infléchir, s'il le fallait, la politique de Trump ou la conduite de la politique de Trump et qui amène à un moment une forme de réassurance? Je pense que le niveau de douleur sont les taux qui vont nous les donner. Clairement, les taux, il y a un mois et demi, ils étaient à 4,65 sur le 10 ans américain. Aujourd'hui, on est à 4,30. Donc, il n'y a aucune inquiétude du point de vue des taux à avoir. Si effectivement, on commençait à avoir une inquiétude donc, sur la dette américaine, sur le dollar, et que
on avait une tension de ce point de vue-là. Là, ce serait une corde de rappel extrêmement puissante. Si on avait, évidemment, on n'en est pas là, mais des marchés qui dévissent véritablement, y compris de la partie action, qui bloquent par exemple le système de crédit américain, là, effectivement, à la fois du côté de la Fed et du côté de l'exécutif, on aurait quand même des lumières qui s'arrêteraient. On a eu aussi, il ne faut pas l'oublier, une alerte cette semaine sur la possibilité pour l'administration américaine de taxer le dollar, c'est-à-dire de taxer les flux financiers entrant aux États-Unis, puisqu'ils ont, alors dans tout leur maelstrom, c'est passé un petit peu sous les radars, mais c'était nos confrères du Financial Times qui ont alerté sur le sujet. Ils ont annulé... taxe l'argent, quoi. Voilà, ils ont annulé des dispositifs qui permettaient de taxer les investissements chinois aux États-Unis. Et on se dit, en fait, ils vont probablement remettre quelque chose d'autre. Et ça fait partie, en fait, des inquiétudes, en particulier dans le continent asiatique, sur comment est-ce qu'ils vont être traités par la suite de l'administration Trump. Et donc, est-ce qu'il n'est pas nécessaire déjà de se désengager un peu du pays. Et en fait, ce qu'on voit quand même aujourd'hui, c'est que clairement, Trump et son administration sont les derniers des mercantilistes. C'est-à-dire qu'ils nous disent aujourd'hui que leur puissance va se mesurer aux flux financiers nets qu'ils vont être capables de récupérer de l'étranger et non pas à la création de valeur de l'économie américaine. L'argent pleut sur les États-Unis, ils le répètent souvent. L'argent des tarifs va pleuvoir sur les États-Unis. Voilà. Mais aujourd'hui, ce qu'ils ne voient pas, c'est que l'argent extérieur pleut sur les États-Unis, ce qui leur permet de recycler leur déficit commercial. Et c'est un signal de force. Leur déficit de balance des paiements est le signal de la force de l'économie américaine et du dollar, et non pas un signal de faiblesse. Et donc l'erreur de diagnostic que fait cette administration est au cœur des politiques aujourd'hui et au cœur des inquiétudes des investisseurs, parce qu'on est véritablement en train d'affaiblir ce système-là. Donc Jérôme Powell va se retrouver effectivement dans une situation un petit peu compliquée, mais le cœur pour lui, c'est est-ce que l'économie américaine risque de ralentir trop fort ? Moi, je fais partie de ceux qui pensent que les droits de douane agissent sur l'économie américaine comme une taxe. Et donc, ça agit comme une taxe, ça veut dire que c'est récessif. C'est pas inflationniste. Pour moi, ça n'est pas inflationniste du tout. Quand on fait les calculs, la part des biens de consommation dans la consommation américaine, c'est 4% de la consommation américaine. Donc même si vous augmentez le prix de ces biens de consommation, ça ne va pas avoir un impact macroéconomique très fort. En revanche, c'est 16% du corporate GDP américain. Donc 16%, pour faire simple, de la valeur ajoutée aux États-Unis des entreprises américaines. Ouais. Donc c'est par les entreprises qu'on va avoir l'impact via diminution des investissements, diminution des marges, diminution des embauches. C'est ça qu'il va falloir suivre, et c'est, je pense, ça que Jérôme Powell va suivre pour savoir comment est-ce qu'il va ajuster sa politique monétaire. L'inflation, alors qu'on a le pétrole en baisse, une déflation chinoise, c'est pas le sujet. Et en revanche, le sujet de la stabilité financière américaine commence à devenir un sujet. Ouais. Est-ce qu'il aura plus d'éléments dès la semaine prochaine pour commencer à prendre position ? Jusqu'à présent, il s'est toujours retenu en disant on n'est pas là pour spéculer, pour anticiper. Il faudra attendre de voir aussi les premiers effets produits par les politiques mises en place par la nouvelle administration. La semaine prochaine, ce sera encore trop tôt. Ce sera encore trop tôt. François l'illustre bien. Enfin, en fait, je suis assez mal à l'aise avec cette idée qu'il y aurait une corde de rappel immédiate grâce à la Fed ou grâce à Trump parce que les marchés baissent, etc. Je suis très dubitatif sur cette idée. En tout cas, s'il y en a un, c'est probablement plus bas et plus tardif dans l'année. Déjà, c'était très bien évoqué. La Fed peut pas, avec de telles anticipations d'inflation, un niveau d'inflation encore supérieur à l'objectif, des données en dur qui montrent une croissance toujours au-dessus du potentiel, c'est très difficile de faire quoi que ce soit. Ça aurait pour effet justement d'inquiéter plus qu'autre chose justement la dynamique de marché. Mais surtout du côté de l'administration Trump, leur action produit, on le voit dans ce qu'on appelle les données d'enquête, produit déjà des effets qui vont être négatifs sur l'économie américaine. Les anticipations de la part des entreprises sur les barrières douanières, on l'a vu, ça a impacté considérablement la balance commerciale en termes des biens, qui est très largement déficitaire. Donc on se précipite pour sécuriser les approvisionnements avant les barrières douanières, donc ils ne croient pas du tout au bluff, à la logique transactionnelle. Les entreprises se disent on va payer beaucoup plus cher, donc il faut réagir. T'es obligé. Les ménages, c'est la même chose. On parlait des données d'enquête. Perspectives d'investissement aussi, parce qu'on parle de conso, etc. Mais les enquêtes NFI, etc., sur un mois ou deux... Les enquêtes des Fed régionales sur les intentions de dépenses de CAPEX commencent à se tasser un peu. Et surtout, alors c'est là où il y a probablement aussi quelque chose de nouveau. On parle du split entre les ménages liés aux anticipations d'inflation. Il y a quelque chose de très notable dans le moral, c'est que, et c'était bien illustré dans l'enquête du Conference Board, ce sont les ménages très aisés qui ont le moral qui flanche cette fois. Et c'est probablement beaucoup plus important que dans les années précédentes, où effectivement le moral était plutôt bas, il a été plutôt bas qu'il ne l'est aujourd'hui, mais ça avait assez peu d'impact sur le marché. Ouais. Là, cette fois, ça concerne plutôt les ménages aisés,
Et l'économie américaine est outrageusement dépendante pour sa consommation des ménages aisés. Le top 10% des revenus les plus élevés représente la moitié de la consommation américaine. Ça n'a jamais été aussi élevé historiquement. Donc le fait que ce soit ces ménages-là qui ont le moral qui flanche, c'est un signal très important sur l'économie américaine. Et justement, les taux réels ne s'y prennent pas, ne s'y trompent pas. C'est pas l'effet d'inflation. On voit bien que les taux réels baissent parce qu'on anticipe, on s'inquiète sur le rythme de la croissance. Donc maintenant, où est ce put, etc. Moi, je suis très dubitatif. L'administration Trump, déjà, c'est son dernier mandat. On ne pourra pas en faire un troisième. Donc, la logique d'y aller, franchement, elle est là. Mais surtout, il y a des fondements idéologiques peut-être plus appuyés. C'est peut-être ce point d'analyse qu'il faut effectivement... les références appuyées aux années 20, où on a mis des barrières douanières absolument démentielles qui ont amené à ce qu'on connaît ensuite des années 30. Ça s'est super bien passé après. Ouais. Voilà, il y a une référence appuyée, puis il y a un entourage. L'entourage de la politique commerciale n'est plus du tout le même. Il y avait des gens qui étaient vraiment très pro libre-échange dans son premier mandat, c'est pas du tout le cas aujourd'hui. La logique un peu libérale, libertarienne autour de lui, il faut pas l'oublier, ce sont des économistes qui préfèrent que l'État n'intervienne pas, de faire souffrir l'économie, avec cette idée de destruction créatrice et derrière ça repart. Donc je pense que le seuil d'acceptation de douleur, il est plus important cette fois-ci. Ouais. Et même, quand on écoute certains membres de l'administration, alors je parle pas de Scott Bessent, qui est un homme de marché, ou de Ward Lutnick, ils doivent quand même comprendre les mécaniques des tarifs, mais ne serait-ce que la porte-parole de la Maison-Blanche, quand on lui parle des tarifs, elle semble convaincue que c'est une taxe sur les étrangers et une baisse d'impôts pour les Américains. C'est-à-dire qu'à force de le répéter, on se demande s'ils sont quand même pas convaincus que ça peut fonctionner comme Grégoire, ça. Même quand on écoute, c'était suite à la conférence de presse de Trump. Quand on écoute Howard Lutnick, qui était interrogé par vos confrères il essaye de suivre lui aussi. Non, mais quand il était interrogé par vos confrères de CNBC, il a dit clairement que l'objectif c'était le External Revenue Service qui remplace. Il l'a redit et il a même été jusqu'à dire que les taxes douanières aux États-Unis allaient permettre, il l'a dit d'ailleurs sous les colibés de vos confrères de CNBC, allaient permettre de rapatrier aux États-Unis la production, tenez-vous bien, de t-shirts et de télé. Ce qui évidemment est totalement impossible. Sauf si vous produisez des t-shirts à $350, il y a une clientèle pour ça, mais c'est quand même pas la majorité. De toute façon, on a fait les calculs. Si on veut remplacer donc l'ARS aujourd'hui, Internal Revenue Services, par l'IRS, External Revenue Services, qui serait abondé par les tarifs, il faut mettre quoi, 80, 100, 140% de tarifs, grosso modo. Je pense même que si on veut véritablement. Enfin, oui, je pense qu'on doit être au-delà de 150%. Ouais. D'un autre côté, quand on prépare des tarifs à 200% sur les vins et spiritueux, finalement, on ne fait que le champagne ne fait qu'ouvrir la voie. On voit aussi beaucoup alors c'est là où c'est très différent de la séquence du premier mandat, puisque dans le premier mandat, on a d'abord quand même beaucoup d'adoucisseurs, que ce soit les baisses d'impôts, que ce soit la dérégulation bancaire, etc. Et ensuite vient en seconde partie de mandat la guerre commerciale, à un moment où l'économie américaine a déjà été bien entretenue, bien chauffée. C'est vrai que là, pour le coup, la séquence est complètement à front renversé. Il faut quand même imaginer aussi qu'il poursuit toujours l'objectif de baisser les impôts. Alors, est-ce que les revenus des tarifs le permettront ? Est-ce que le Doge le permettra ? Mais il y a quand même toujours aussi cette perspective-là qui est importante pour les investisseurs et pour le marché, j'imagine. Oui, non, c'est sûr qu'il y a tout est lié et trop lié finalement. C'est qu'il y a une bataille idéologique un peu impérialiste. Il y a une question de revenus, de rapatrier la production sur le territoire. Une question de rapatrier des capitaux sur le territoire. Et il y a la question de générer du revenu effectivement budgétaire quelque part, pour financer des baisses de taxes. Donc du coup, il y a une péréquation qui est d'incompatibilité totale, complètement. Donc là-dessus. Et y compris convaincre les membres de son propre parti, qui sont un peu orthodoxes budgétairement parlant, et qui auraient besoin d'être, entre guillemets, vraiment rassurés, comme nous, on a besoin d'être rassurés sur comment ça va être financé. Donc là-dessus, effectivement, c'est complètement inversé par rapport à la dynamique précédente, et il doit plutôt prouver qu'effectivement, il va être capable d'aligner les chèques pour soutenir cette activité, plutôt que celle-ci, alors qu'il a bénéficié d'une activité, d'une économie qui était en forme éblouissante. Et donc là-dessus, effectivement, il y a une vraie question. Peut-être il le sait. Il ne l'avouera jamais. Mais non, c'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'il... Et d'autant plus... Il dit même l'inverse. Oui, évidemment, forcément. Mais Et d'autant plus qu'il a été
voilà, il en bénéficiait, et alors qu'en fait, finalement, le terrain est en train de se retourner sous ses pieds, alors qu'il pensait effectivement être celui qui allait sauver, etc. Donc c'est véritablement un changement de... Ça change son rôle, quoi, en fait. Donc, du coup, nous, hommes rationnels, on peut se dire, voilà, est-ce que tout d'un coup, on va se rendre compte des bêtises qu'il fait? Là, on se rend bien compte que, et je finirai là-dessus, dans cette confusion, le seul élément qui n'est pas une confusion, c'est le bras armé commercial contre la Chine. Donc là-dessus, il y a une semblante de cohérence. Et le reste, c'est vrai que c'est un grand brouillard. Et à voir comment ceci va effectivement évoluer dans les prochaines semaines. Juste sur cette idée d'une économie en super santé, etc., dont il hérite, on en revient à ce qu'il évoque sur cette période de détox nécessaire. C'est que l'analyse, c'est qu'on a une inflation qui est trop élevée parce qu'on a une administration qui a boosté l'économie. Qui a mis 7 points de PIB. Voilà, et que derrière cette économie, il y aurait en fait de l'excès qui aurait généré. Et voilà, et donc il faut ce qu'on a tous constaté. Hein. Exactement. Ce que je veux dire, dans les faits, l'économie américaine, ça fait plus de 2 ans où elle n'est pas passée une seule fois en dessous de son potentiel. C'est pas comme ça qu'on ramène l'inflation à 2%, très clairement. Donc il y a du vrai dans ce qui est expliqué. On a eu une administration qui était la plus dépensière quasiment de l'histoire moderne aux États-Unis, alors qu'on était au plein emploi. Et donc il y a la volonté de revenir en arrière. Il sait que ça coûte, et il a tout intérêt politiquement à faire que ça coûte au début de son mandat. Si jamais il se retrouve confronté à une récession, malgré l'idée qu'il aimerait peut-être l'éviter, comment il réagit? Il va surtout tout faire pour la mettre sur le dos de l'administration précédente à travers ce discours. Quand même, quand on est en récession, normalement les déficits filent, les amortisseurs jouent leur rôle, etc. Comment un Trump réagit si demain il est vraiment confronté non plus à un ralentissement qu'il souhaiterait maîtriser, contrôler, vendre publiquement avec l'idée qu'on veut voir les taux baisser? Si jamais les taux sont à 2,50, qu'est-ce qu'il nous dit, quoi? Et qu'est-ce qu'il fait? Dans l'économie. Non, mais le vrai problème, il est que, en fait, pour l'instant, il n'a pas de plan B. C'est-à-dire que ce qu'on voit, il faut que ça marche, quoi. Ce qu'on voit clairement, c'est qu'il n'y a pas de plan B. Et donc, en fait, les discours sont tellement hors sol qu'on ne voit pas effectivement le point où il va se rendre compte que s'il génère effectivement un ralentissement très fort de l'économie, c'est pas comme ça qu'il va baisser les déficits. Parce qu'en fait, vous ne baissez les déficits dans le cadre d'une récession que si vous êtes dans une politique de déflation extrêmement forte. Et il n'a absolument aucun intérêt à avoir une politique déflationniste. Et jamais la Fed ne laissera s'installer une déflation profonde. Ça pourrait générer en fait un peu quelque chose de très particulier avec une espèce de reflation à marche forcée de la Fed qui fasse remonter les indices boursiers, mais avec une économie qui se porte mal. Ce qui est exactement l'inverse de ce qu'il souhaite. Bon, espérons pour lui que la lumière va arriver, l'esprit de Pentecôte. Peut-être même c'est encore un peu devant nous, Pentecôte. Début juin. Sinon, on a une bonne tête d'Agneau Pascal. Début juin, c'est peut-être un moment important pour le marché. Je sais pas. Normalement, vous savez, non, mais vous savez que ce qu'on dit, c'est en fait les marchés rebondissent aux ides de mars. Les ides de mars, c'est le moment où Jules César a été assassiné sur le forum, donc c'est le 15 mars. Donc normalement, c'est la semaine prochaine. Là, le Nasdaq est en train de rebondir. Les ides de mars, on se parle. Les ides de mars, en général, ça marche à chaque fois. Bon, moi, je voulais revenir sur l'Europe. Alors là, parole à vous, François Cabot. Transition avec les ides de mars. Non, mais Jules César. Aucune transition. Non, mais c'est vraiment la question que j'ai envie de vous poser, parce que comme beaucoup d'économistes ou d'observateurs, j'imagine, ça fait 15 ans que vous constatez que l'Allemagne sous-investit, que les excédents allemands sont les déficits français, etc. Enfin, toute cette histoire-là, on la connaît. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête quand le 4 mars au soir, Friedrich Merz nous sort un whatever it takes avec la possibilité déjà de voter très vite, c'est peut-être dès la semaine prochaine. Donc en termes de calendrier, avec l'ancien régime parlementaire. Et je sais pas, des masses, 1000 milliards, je veux dire, ça peut aller, 10%, 15% du PIB allemand, ça peut être 6-7% du PIB de la zone euro sur 10 ans, bien sûr. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête, quoi? Non, mais comment on module l'enthousiasme quand on attend ça depuis 15 ans, quoi? On se dit, c'est vrai, est-ce que c'est vraiment vrai? Et qu'est-ce que ça va générer? Et effectivement, c'est en train de venir réalité devant nos yeux ébahis. Et effectivement, on a pour l'instant que les grands chiffres. On attend plus des détails, notamment avec les post-négociations avec les Verts. A priori, il y a une petite réorientation des fonds sur les 500 milliards. Mais néanmoins, juste pour donner un peu de contexte pour ceux qui nous écoutent surtout,
500 milliards, c'est 11,6 points de PIB allemand du PIB aujourd'hui. Donc en gros, sur 10 ans, donc c'est... Ça, c'est le plan infrastructure. C'est le fonds spécial infrastructure. Pourquoi je commence par là? Oui. Parce que c'est celui dont on connaît le montant, dont on connaît l'horizon, et dont on a un peu d'historique un peu sérieux sur qu'est-ce qu'on peut en attendre en termes d'impact sur la croissance du PIB. Et pour la faire courte, l'idée c'est que le croissance potentielle de l'Allemagne aujourd'hui, ça tourne autour de 0,5, et que si vous faites 1,5 point de PIB pendant 10 ans, vous allez plutôt vers 1,5% de croissance allemande. En équilibre, c'est-à-dire que sans incertitude, si tout se passe bien, voilà. Donc il y a des si à mettre, mais néanmoins c'est quand même clairement un changement de régime. Ce sur quoi il faut évidemment rajouter les aspects de dépenses militaires, sur quoi malheureusement on n'a pas beaucoup de détails, si ce n'est qu'a priori il y a plutôt il y a un élan pour y aller franchement. Il y en aura plus, quoi. Il y en aura plus, mais là le souci que j'ai, c'est que malheureusement notre infrastructure militaire européenne et puis allemande aussi est globalement à capacité, et que si vous voulez dépenser plus très vite, il faut importer. Et donc ça, malheureusement, le sourire devient un peu moins béat, et il faut effectivement, c'est un peu moins bon pour la croissance à court terme. Mais néanmoins, ça n'empêche pas que l'idée d'avoir des commandes à horizon 5-10 ans et plus va faire que l'élan sera là, le sentiment et la perspective certaine qu'on va dans cette direction-là. 10 jours après, le 10 ans allemand, il a pas rebougé, hein. Et non, tout à 10 fait. jours après, on est toujours avec un euro-dollar à 1,09 et un 10 ans allemand autour de 2,90. Le marché a pas, ne s'est pas dit que c'était un feu de paille ou que c'était un signal qui ne serait pas suivi d'effet, etc. Tout à fait, il n'y a pas de raison. Et puis même, il y a un potentiel pour aller un peu plus loin sur le 10 ans allemand. Si on met un point de croissance en plus, on était à 2,40, on pourrait aller au-dessus de 3, pas forcément les 3,50, mais au-dessus de 3, sans problème à terme, une fois qu'on aura vu tout ça, effectivement. Et donc là-dessus, c'est effectivement une très bonne nouvelle. D'autant plus que ceci est effectivement rééquilibrer aussi la dynamique de croissance européenne. Alors depuis voilà, 5 ans, ce qui est bon pour l'Allemagne, c'est aussi bon pour l'ensemble de la zone. Exactement, donc vous avez normalement des flux effectivement de ruisselage, de ruissellement plutôt je devrais dire, sur les différentes économies également, et donc qui permettrait justement pour des pays aujourd'hui, vous avez l'Italie qui est à 3,5 et la France... Non, pardon, c'est l'inverse. La France qui est autour de 3,5, 3,6 sur le 10 ans français, et l'Italie qui est à 4. Vous dites aujourd'hui, c'est pas très confortable cette affaire-là, parce que vous mettez 2 inflations sur 0,5 de croissance italienne et 1% en croissance. On n'y est pas vraiment. Donc l'idée, c'est qu'effectivement, d'une part, ces pays peuvent dépenser un peu à la marge nationalement, mais aussi d'un point de vue européen, et surtout bénéficier effectivement du flux d'entraînement allemand. Et là-dessus, et c'est peut-être la transition qui était sur l'histoire américaine, c'est que l'Allemagne avait le record de déficit commercial et du surplus de comptes courants en Europe, et qui, quand vous regardez les données de manière un peu près, vous vous rendez compte que depuis 2 ans, qui est-ce qui finance le déficit américain ? C'est les Européens. Donc là-dessus, c'est plus les Chinois. Donc là-dessus, il y a un vrai rééquilibrage qui est en train de se faire. Alors très clairement, qui va prendre du temps, mais qui effectivement peut nous rendre effectivement d'autant plus enthousiastes sur le fait que cette épargne excédentaire qu'on avait en Europe, enfin, elle va être utilisée à bon escient pour effectivement redonner de l'élan à la croissance. Et c'est plutôt une belle histoire, parce que même si, in fine, on peut avoir des taux plus élevés, autant des taux longs que des taux BCE qui peuvent être à la marge plus élevés, c'est une histoire positive de croissance et qui, effectivement, devrait bénéficier à l'ensemble de l'économie et effectivement, en premier lieu, l'économie allemande. Du coup, la Banque Centrale Européenne semble avoir perdu sa boussole, François. On l'a tous perdu parce qu'on change de régime. Mais ça c'est le court terme. Et sur le court terme, on sait très bien que ces investissements-là, ça va mettre longtemps à se mettre en musique. C'est des investissements publics, donc il faut faire des appels d'offres, etc. Donc je pense que sur 2025, l'affaire, elle est quand même globalement réglée. Elle ne va pas être dépendante de ce que va faire l'Allemagne. Par contre, elle va être très dépendante de ce que va faire les États-Unis sur les tarifs. Donc là, ça, d'accord. Donc pour la fonction de réaction de la BCE, c'est d'abord Trump et les tarifs sur les prochaines décisions. Vous doivent jouer. Vous avez un séquençage de timing loin avec des effets qui vont prendre de l'ampleur avec le temps sur le package fiscal budgétaire allemand. Et les effets positifs et les effets très négatifs, très rapides, potentiels sur l'Europe. Et donc là-dessus, pour nous, on reste confortable avec notre call de la BCE qui tombe à 1,50 à la fin de l'année.
Notamment, on regarde des différentes news qui sortent de ci, de là. Alors, sur les vins spiritueux. Donc, c'est Trump qui amènera la BCE et Isabelle Schnabel à admettre que 2% n'est pas un point d'arrêt pour le Big Beautiful Airstar. S'il y va comme il l'a dit, effectivement, on est quand même plutôt encore dans ces risques baissiers. Et même si on n'y est pas encore dans ces tarifs-là, à ces 25%, il y a cette incertitude dont on parlait au tout début, qui n'est là que pour ralentir la consommation. On parlait depuis de nombreux trimestres et mois ensemble du taux d'épargne qui, dans tous les cas, ne va pas aller en s'améliorant. Donc, du coup, à court terme, l'histoire, elle est quand même plutôt avec un biais négatif. Bon, messieurs, Wilfried, Benoît, sur cette séquence Euroboom, comme je l'appelle. Je me suis dit, vous n'allez pas quand même me lancer sur la BCE de nouveau. Non, parce que vous connaissez l'Allemagne. Vous connaissez mon sentiment sur la BCE. On ne s'est pas vu depuis le 4 mars. C'est mon sentiment sur la BCE. Je pense qu'effectivement, on a un vrai changement de régime en Europe et en Allemagne. Le Zeitenwende de Olaf Scholz, il est véritablement là. C'est-à-dire le changement de temps, il est véritablement là. Augmenté là même. Ce qu'on attend désormais, c'est toujours la même chose en Europe, c'est l'exécution. C'est-à-dire que ce qu'on voit, par exemple, c'est que le plan Renew Europe, il a été dépensé à peu près à 50%. Les 750 milliards, 4 ans plus tard, on a juste la moitié qui a été dépensée. Mais là, on va avoir une bonne gouvernance à l'allemande. Alors, la bonne gouvernance à l'allemande est peut-être un petit peu fantasmée. C'est-à-dire que quand on regarde ce qui se passe, par exemple, aujourd'hui dans les appels d'offres de l'armée allemande, les appels d'offres de l'armée allemande, c'est un espèce de boîte noire absolument considérable dans lequel il a fallu 3 ans de débat parlementaire pour sortir les appels d'offres inférieurs à 5 000 € de cette boîte noire. Pour que localement, ils aient le droit de faire des appels d'offres, je dis bien inférieurs à 5 000 €. Ça concernait y compris les papiers toilettes et le savon dans les casernes. Donc on allait quand même très très loin. Donc aujourd'hui, l'Allemagne a développé une culture bureaucratique et réglementaire qui n'a rien à envier à la culture française. C'est pour ça qu'on parle du couple franco-allemand et qui réclame un changement là aussi de mode d'exécution pour aller véritablement très vite. Ce qu'on a fait aujourd'hui dans les marchés, c'est on a anticipé énormément ce genre de choses. Quand on regarde, le signal est tellement fort. On parlait du rattrapage entre l'Europe et les États-Unis. Je regardais tout à l'heure, si on enlève les valeurs défense. De la partie Europe, certes l'Europe surperforme les États-Unis, mais beaucoup moins, beaucoup moins que ce qu'on voit depuis le début de l'année. Donc Rheinmetall, c'est notre Nvidia, je dis. Voilà, non, exactement. Donc c'est la performance des obus par rapport à la performance des GPU. On y est presque. En tout cas, ça rime. Mais le sujet fondamental, il est effectivement un sujet d'être à la hauteur des promesses qu'on a aujourd'hui et de le faire d'une façon qui effectivement augmente véritablement la croissance potentielle de l'Europe. C'est pas si simple que ça d'investir, surtout quand on dit qu'on va investir de façon publique. Moi, je me méfie toujours de comment est-ce que ça va véritablement aller au service de la croissance, de la valeur ajoutée de l'économie. On peut juste dépenser pour dépenser. En France, on est très fort pour ça. En Allemagne, je pense que quand on accumule comme ça des excédents dans l'idée que justement, quand il y aura vraiment la crise, je pense qu'un euro, un Deutschmark allemand reste bien dépensé quand il s'agit de relancer l'économie. Je pense qu'on sait faire en Allemagne des économies. En revanche, savoir faire des plans d'investissement, ça fait très très longtemps qu'on n'en a pas fait. Donc c'est un peu comme les EPR, il faut réapprendre. Bah oui. On me rappelait en 2009, le poids économique des États-Unis et le poids économique de l'Europe en dollars était équivalent. Aujourd'hui, c'est 30% c'est divisé par 2. Même 55% l'Europe aujourd'hui du poids économique des États-Unis. Conclusion avec vous sur ce moment européen, Benoît. Moi, je rejoins très largement ce qui a été dit. Sur le long terme, c'est changement de régime. Ça se voit d'ailleurs sur les marchés. C'est ce que nous disent changement de régime, ça veut dire que les investisseurs globaux qui considéraient que l'Europe était peut-être pas très intéressante à investir vont peut-être se poser stratégiquement la question de la place de l'Europe dans des portefeuilles. Ça peut vouloir dire ça, par exemple ? Oui, et il était temps, parce qu'en fait, à part faire des US, il faisait plus grand-chose. Ces dernières années, quasiment tout le monde surpondérait les US, donc là, il y a maintenant autre chose à faire. Donc oui, à long terme, c'est très très bien. Maintenant, effectivement, à plus court terme, il y a le risque d'exécution. Il y a la difficulté de la BCE, effectivement, quand on a... La BCE, ça fait plusieurs fois où, dans ses discours, elle explique qu'elle baisse ses taux, mais que ça ne se répercute pas suffisamment dans l'économie. Et là, on a eu mécaniquement un resserrement des conditions de financement qui est totalement indépendant de son fait. Donc ça, c'est pour ça que la lecture n'est pas aussi évidente pour la BCE. Sachant que l'euro plus élevé, c'est une nature à faire baisser un peu plus vite l'inflation. Donc ça renforce des inflations. Donc nous, nos économistes n'ont pas changé. Toujours au moins 2 baisses de taux encore de la part de la BCE d'ici cet été.
Et maintenant, ce que ça veut dire pour les actifs européens, c'est ça, c'est que effectivement l'Europe justifie d'une place un peu plus importante en termes d'allocation actifs. Ça s'ajoute à une liste finalement assez longue depuis plusieurs mois d'arguments en faveur de l'Europe, des actions européennes, entre une valorisation qui était probablement un peu pessimiste, surtout en relatif aux États-Unis. On a une dynamique en plus de révision de profit qui, à l'inverse des États-Unis, est en train de repartir, alors que justement aux US, on a une macro qui commence à fléchir, une micro un peu orienté de la même manière. Donc tout ça s'accumule et peut-être que la Chine va nous annoncer un plan de soutien à son consommateur, ce qu'on attend depuis longtemps, dont l'Europe serait la zone à en profiter le plus indirectement, mais le plus significativement dans les autres pays. Donc voilà, il y a pas mal d'arguments et donc on pense qu'en relatif, l'histoire, elle peut encore continuer. Situation à front renversé quand même de ce qu'on a vécu ces 2 dernières années, aveuglé par cet exceptionnalisme américain. Le reste du monde est là et se réveille et bouge aujourd'hui. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été les invités de Planète Marché. Benoît Pelloual, directeur des investissements de Natixis Wealth Management, Wilfried Galland, directeur général adjoint et directeur stratégiste de Montpensier Arbevel, et François Cabot, économiste zone euro chez AXA IM.